Bonsoir, je me présente, je m'appelle Antonin Bonnefoy, je travaille en tant que SRE depuis maintenant à peu près 3 ans chez Datadog et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet donc plus particulièrement comment débugger des applications du système avec les informations qui transitent sur le réseau, donc au niveau TCP ou au niveau UDP, avec des cas concrets. Donc d'abord, pourquoi utiliser les informations réseau? Alors, première raison, c'est pour d'abord débugger les problèmes réseau en soi. Donc, par exemple, vous avez une application qui essaie de se connecter à un serveur, qui n'y arrive pas. On peut voir où est-ce que le paquet est droppé, est-ce que c'est iptables qui drop le paquet, est-ce que c'est un problème de routage. Mais là, je vais surtout me concentrer sur la deuxième partie, c'est essayer de débugger les applications et les systèmes un peu en black box. C'est-à-dire que ça m'arrive assez régulièrement en cours d'incident d'arriver, de ne pas connaître l'application en question. On commence à avoir beaucoup d'applications chez Datadog et de devoir quand même filer un coup de main. Et juste en regardant les sockets qui sont ouvertes, voir à quelle base Postgre elle est connectée, on peut savoir, avoir des informations dessus sur la dépendance. On a aussi un autre cas, par exemple, en Python, si vous avez une résolution qui échoue, l'exception de base, c'est de dire name or service not known. Par contre, on ne connaît pas le record. Donc, dans ce cas-là, plutôt que d'essayer de patcher l'application qui peut prendre un certain temps, on peut regarder directement la requête DNS qui transite, voir la réponse qui arrive avec du NX domain pour savoir quel record est concerné. Donc après, comment faire ça? Les outils que j'utilise principalement, donc dans un premier temps, ça va être TCP dump, qui permet de capturer tous les paquets qui transitent par la carte réseau. Donc, pas que TCP, contrairement à ce que dit le nom, mais aussi UDP, ARP, DHCP. Ensuite, TCP-dump va pouvoir capturer ces fichiers dans un fichier PCAP, paquet de capture, qu'on va pouvoir exploiter avec Wireshark, qui fournit une interface graphique pour pouvoir lire ces PCAP. On a aussi Tshark, qui est la version en command line. Donc, si vous avez des PCAP de plusieurs gigas, vous pouvez avoir des statistiques directement depuis le serveur si vous utilisez Tshark. Et enfin, NetStats, que je mentionne juste ici, pour pouvoir lister l'état des sockets ou avoir des statistiques sur les différents SYN, protocoles DCP qu'il y a eu sur l'instance. Donc, quand j'utilise TCP-dump, en général, j'utilise toujours les mêmes options. Donc, la première option que je mets systématiquement, c'est le "-n". C'est-à-dire qu'on désactive le DNS reverse lookup. Par défaut, TCP-dump va essayer d'associer une IP à un nom de domaine. Ça, en général, ça a tendance, d'un, à ralentir la capture et potentiellement faire dropper des paquets à TCP-dump. Et deux, c'est rarement utile. Ensuite, deuxième point à spécifier, c'est l'interface de capture. Donc, en général, pour éviter de me casser la tête à savoir est-ce que c'est ENS5 ou ETH0, moi je mets ENI qui dit à Linux capture sur toutes les interfaces. Ensuite, un paramètre intéressant, c'est ce qu'on appelle le snaplen, donc le "-s, qui permet de spécifier, grosso modo, à TCP-dump de capturer uniquement les X premiers bytes de chaque frame. L'avantage, c'est que si vous capturez du trafic pendant 10 minutes sur une application qui génère beaucoup de trafic, ça va permettre de réduire considérablement la taille du PCAP généré. Donc, plutôt que d'avoir 1500 bytes par frame, vous allez en avoir 96. Ensuite, W pour écrire, déterminer le fichier destination, et "-v qui est assez utile aussi pour avoir le nom des PCAP en cours de capture. Donc, par exemple, cas concret, j'ai envie de regarder, de capturer une connexion TCP. Donc, côté serveur, je lance un TCP-dump en sudo, parce qu'il faut être root, en spécifiant l'host et le port que je veux capturer. Et côté client, je crée ma connexion avec Netcat. La connexion se crée et je la close avec un CTRL-C sur Netcat. On va avoir apparaître sur le std-out du serveur des lignes qui peuvent sembler un peu complexes, mais au final, en omettant les détails dont on se soucie peu, comme la TCP Windows Size en général ou les TCP Options, on peut décomposer au final la conversation avec d'abord la séquence d'initialisation de connexion TCP avec les flags SYN, SYN-ACK, le point représente le ACK, et ACK. Donc, à partir de là, la connexion TCP est établie. Ensuite, je fais un CTRL-C sur le Netcat qui fait closer la socket côté client, qui du coup va envoyer un FIN.
Le serveur, qui est un serveur HTTP, s'attendait à une query, va dire donc renvoyer une 400 en disant bad request. Du coup, il envoie un payload de 207 bytes avec le flag push et il close la socket de son côté avec son le fin flag. Vu que le netcat a été arrêté un peu brutalement, au final, Linux a garbage collecté la socket et va juste répondre un reset pour les deux paquets avec du payload qu'il a reçu. Donc ça, c'était un exemple pour capturer une connexion TCP. En général, ce que je fais quand j'interviens en production, c'est vraiment, je capture tout le trafic qui transite sur un port donné. J'attends un petit peu. Quand il y a l'erreur qui m'intéresse, qui passe dans les logs, à ce moment-là, j'arrête la capture et je traite le PCAP, soit en regardant avec T-Shark, qui permet de donner des statistiques sur les conversations qu'il y a eu sur le PCAP. Et par exemple, s'il y a une IP qui me paraît un peu bizarre, je peux extraire la conversation sur cette IP spécifique à partir du PCAP. Donc le TCP dump où je relis un PCAP, je réapplique un filtre et je réécris un nouveau PCAP dans un autre fichier. Donc ça permet de potentiellement partir de PCAP de 15 gigas à une conversation de 10 mégas qui est plus intéressante à exploiter et plus facile à exploiter sur Wireshark. Donc, par exemple, T-Shark, si vous ne connaissez pas, on peut très bien, avec ces paramètres-là, donc -z, conv, TCP, avoir les statistiques du trafic qui a transité. Donc, il filtre ça avec, en mettant les trafics qui ont le plus de bytes et de frames en premier, et la durée de chaque conversation, et ainsi de suite. Donc, ça, c'était les exemples d'utilisation TCP que j'ai expliqués. Ensuite, je vais vous parler de deux cas un peu plus concrets sur des problèmes qu'on a eus chez Datadog et que j'ai résolus grâce au TCP dump et aux informations network. Donc, le premier cas qu'on a eu, c'est une application, donc en l'occurrence des crawlers chez nous qui vont aller récupérer des informations de AWS, GCP ou Azure, qui avait un certain nombre d'erreurs DNS assez courants. Et ces erreurs DNS étaient spécifiques à un record donné. Donc là, j'identifie une instance qui est impactée, je me connecte sur l'instance, je lance la capture sur tout le trafic DNS, j'attends que l'erreur se produise sur l'application, j'arrête la capture, je récupère le PCAP, pensez à utiliser la compression, en général les PCAP se compressent assez bien, et une fois que j'ai récupéré ça sur mon laptop, j'ouvre le PCAP avec Wireshark. Donc déjà, première constatation, on peut voir un taux de retransmission qui est relativement élevé. Après, j'ai tendance à prendre les retransmissions avec de grandes pincettes, parce que ça veut tout et rien dire. Donc, c'est juste une information à récupérer. Deuxième information intéressante, c'est au final, on a un trafic qui est assez élevé en direction du résolveur DNS. Donc là, on voit 19 000 paquets en direction, enfin, depuis et reçu du résolveur en 15 secondes. Et ensuite, on peut regarder en détail donc, la query qui pose problème et voir ce qui se passe. Donc là, on voit des queries qui sont faites de localhost à localhost et vers le résolveur. Alors pourquoi on a des queries vers localhost? Pour ça, il faut connaître un peu plus le setup qu'on utilise pour faire les requêtes DNS. Où au final, on va utiliser DNSMask comme intermédiaire au name server et à consul. Donc, toutes les requêtes qui finissent par .consul vont être dirigées vers nos consul serveurs et les autres requêtes vont être envoyées au résolveur d'AWS, sachant que DNSMask, en plus, va permettre de cacher les queries, les réponses des DNS pendant la durée du TTL. Donc, ça permet vraiment de offloader un petit peu la gestion de tout ce qui est TTL, cache, à un système extérieur, à l'application, et d'avoir quelque chose d'homogène sur le parc. Donc là, c'est ce qu'on voit au final dans la capture. On a la première requête qui est faite en local vers DNSMask. DNSMask ne connaît pas la réponse, va donc forwarder la requête au résolveur DNS, qui lui retourne un paquet vide avec le flag tronqué, qui indique dans le protocole DNS que je ne peux pas envoyer le payload qui est trop gros, donc passe en TCP si tu veux que je t'envoie la réponse.
Et donc, c'est ce qu'on observe après, où le résolveur de l'application va passer en TCP, va établir la connexion. Oui, une petite détail que j'ai oublié. En bleu, c'est les paquets UDP. En violet, ça ne se voit pas forcément beaucoup, mais c'est les paquets TCP où on voit les stream ID. Donc, s'il y a un stream, une connexion, c'est que c'est une connexion TCP. Donc, on va avoir le fallback du résolveur en TCP qui va être forwardé au résolveur DNS qui, cette fois-ci, va renvoyer un paquet avec 587 bytes. C'est 653 moins les headers TCP IP. Et qui va être renvoyé par le DNS mask à l'application. Donc là, on est content, on a notre réponse. Et le problème, en fait, c'est qu'on a une deuxième query qui a exactement le même pattern. Elle est forwardée sur le résolveur DNS d'Amazon, alors qu'on s'attendrait à ce qu'elle reste en local. Et en plus, on peut remarquer que vraiment, on est quasiment dans la même milliseconde, donc ce n'est pas une question d'expiration du cache. Alors pour ça, on va voir un peu la doc de DNSMask qui parle du support TCP et qui dit, attention, il y a quelques limitations. On est capable de gérer le TCP, de forwarder la query, mais par contre, on ne va pas cacher les résultats TCP. Donc, deuxième information aussi intéressante, ça c'est plus du côté du résolveur d'Amazon qui dit, attention, il y a une limitation quand vous faites des requêtes sur le résolveur d'AWS, vous avez le droit à 1024 paquets par seconde par interface. Et donc là, avec ces informations-là, au final, on peut reconstruire ce qui s'est passé. C'est du fait que la réponse DNS dépasse les 512 bytes maximum qui est possible en UDP, on va basculer en TCP. Vu qu'on a basculé en TCP, ça ne va pas être caché par DNSMask. Et donc, du coup, chaque query faite sur ce record-là va systématiquement être envoyée sur le résolveur AWS. Éventuellement, on va dépasser les 1024 paquets par seconde et des paquets vont être frottés et des paquets vont être droppés. D'où les retransmissions qu'on a eues et d'où les erreurs qu'on a vues. Donc, que faire dans ce cas-là? Un des fixes possibles, c'est EDNS. Donc, EDNS, c'est une extension au protocole DNS qui permet d'augmenter la taille du payload possible des paquets DNS en UDP. Donc, l'avantage, c'est que si on reste en UDP, à ce moment-là, ça va être caché par DNSMask. Et pour ça, vu que l'application utilise le résolveur système, ça peut se modifier en changeant le resolve-conf, en rajoutant la ligne options et DNS 0. Donc, j'ai rajouté ça, j'ai refait une capture, et là, on voit un comportement différent où on a d'abord la query qui est forwardée au résolveur, et déjà, on voit que la réponse est renvoyée directement tout en restant en UDP. Donc, on est content, on a ce qu'on a eu, la réponse reste en UDP, et on voit que sur la deuxième query, on reste uniquement en localhost. Petit détail, on voit qu'on a quand même le fallback en TCP qui est fait sur le DNSMask. Ça, c'est parce qu'il y avait un bug ou une limitation sur la version de DNSMask qu'on utilisait, qui n'est pas capable de construire un paquet IDNS depuis son cache. Donc du coup, il disait, il tronquait le paquet, il mettait le trunket flag à true, et il forçait l'application à basculer en TCP. Mais on reste en local, ce qui est largement un meilleur comportement par rapport à avant. Et donc l'effet, j'ai fait le déploiement ici. On voit déjà qu'on n'a plus d'erreur après le déploiement. Et ça, c'est le nombre de requêtes DNS qui est forwardé sur les résolveurs AWS. Et on voit une chute brutale du nombre de requêtes forwardées depuis le fixe. Voilà. Donc ça, c'était le premier cas. Je ne sais pas s'il y en a si des gens ont des questions. Oui. Oui, oui, oui. C'est vraiment le nombre de paquets, que ce soit TCP, UDP. Et on n'a pas de métrique dessus. Donc si vous faites frotter, vous n'avez aucune idée de pourquoi. Les grandes joies de travailler avec Amazon. Oui. Là, en l'occurrence, c'était pour un service d'Amazon, donc un Elastic Cache.
tous les cas, même si on a nos propres résolveurs, il aurait fallu à un moment taper sur le résolveur Amazon. Après, dans les 3 ans où j'ai bossé à Datadog, on n'a eu que ce souci qui est vraiment, qui est assez mineur, et un gros problème avec les résolveurs Amazon où ils avaient patché leur résolveur et ça avait fait introduit un certain nombre de paquets dropped dans nos queries. Oui, c'est vraiment les queries qu'on fait sur réservoir Amazon, c'est vraiment pour les queries qui ne sont pas vers Consul ou Kubernetes, donc qui ne sont pas internes. Et en général, il y a vraiment un subset assez limité des applications qui vont en avoir besoin. Et là, au final, c'était l'application la plus susceptible parce que c'était les crawlers qui donc vont résoudre des records, que ce soit l'API d'Azure, de GCP ou d'Amazon. Voilà, donc ça, c'était le premier use case. J'en ai un deuxième à présenter, où là, c'est plus spécifique au load balancer, un de mes sujets préférés. Donc, notamment les NLB ou Network Load Balancer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 3 générations de load balancer chez Amazon, les ELB, Elastic Load Balancer, ALB, Application Load Balancer, et le dernier, NLB, Network Load Balancer. Donc, ce load balancer est uniquement de type TCP. Je crois qu'ils ont rajouté UDP récemment, mais il ne va pas gérer du L7 avec du HTTP, par exemple. Il y a des features intéressantes, donc notamment sur le papier, ils disent qu'ils sont capables de gérer de manière seamless des bursts de throughput allant jusqu'à plusieurs dizaines de gigabits par seconde. Et une autre feature qui nous intéresse beaucoup, c'est le fait qu'ils exposent uniquement une IP par ASY. Donc actuellement, on a une whitelist de potentiellement 300 IP pour nos load balancers actuels. Si on utilisait les NLB, on pourrait facilement réduire la taille à peut-être une quinzaine d'IP. Autre point intéressant, c'est que le trafic vu par le serveur va avoir l'IP du client initial. Donc c'est quelque chose qui est un bon bonus, on va dire, si vous voulez faire des règles de blacklist ou de throttling selon les IP des clientes. Alors par contre, en tout cas, j'ai eu une assez mauvaise expérience quand j'ai migré de ELB à ALB, à cause de certains bugs sur l'ALB. Donc là, j'ai été assez méfiant et j'ai essayé de faire des benchmarks assez poussés pour savoir est-ce que le NLB allait tenir la route quand on lui envoyait du trafic de prod. Donc, un des points que je voulais tester, notamment, c'était la TLS termination. Donc ça, c'est un processus qui est assez coûteux en termes de CPU. Et je me demandais, est-ce qu'il était capable de tenir la charge quand je lui envoyais 3000 ou 4000 nouvelles connexions par seconde d'un coup. Donc là, j'ai un setup assez simple où j'ai d'un côté des clients qui vont générer des requêtes HTTP, le NLB qui fait la TLS termination et les HAProxy qui renvoient une simple réponse HTTP en HTTP 1.0. Comme ça, la connexion est close à chaque query et chaque query va au final correspondre à une connexion d'ouverte. Et là, je remarque quelque chose d'assez surprenant, c'est le taux de réussite des connexions et chute très rapidement quand je passe par le NLB. Donc, sur ce graphe, on peut voir trois courbes. En bleu, c'est les connexions ouvertes à travers le NLB. En jaune, c'est aussi à travers le NLB, mais sans la TLS termination. Et en rouge, c'est les connexions TLS ouvertes sur le HAProxy en direct pour avoir un point de comparaison. Et on peut voir que dès 200 connexions par seconde, on perd déjà quasiment 2 ou 3% de connexions qui échouent. Et au-delà de 2000 connexions par seconde, on descend tous les 75%. Donc là, c'est quelque chose d'assez surprenant. Donc, premier réflexe que j'ai, je vais sur l'instance, je vais sur le serveur, je commence à faire des captures et je regarde ce qui se passe. Donc là, on commence à voir, on observe au final les connection failures avec des tentatives de connexion et des resets. Avec Wireshark qui spécifie, attention, tu essaies de réutiliser un port qui est déjà présent dans la conversation précédente. Donc ça donne un indice. C'est pas forcément gênant normalement pour Linux, mais on peut commencer à regarder est-ce que le problème ne serait pas lié
à la réutilisation des ports. Donc ça se teste assez facilement. Je me connecte sur un client, je lance cette commande socket un peu tordue pour pouvoir ouvrir des connexions systématiquement avec le même port source. Et là, j'observe que la première connexion marche, la deuxième connexion fonctionne, et la troisième échoue avec une erreur sur l'établissement de la connexion SSL. Donc le problème a l'air de venir de la réutilisation des ports côté client. Donc si on regarde en détail au final le PCAP, on voit la première connexion qui est faite, la query HTTP qui est faite et la connexion qui est close. Et ensuite, on a le SYN qui est envoyé par le NLB, ce à quoi le serveur, donc où est le SHA-Proxy, va répondre avec un hack. Normalement, on s'attendrait à un SYN hack. Et là, en fait, il répond avec un hack, et le hack, le numéro de séquence hacké par ce paquet, va correspondre au final au même acquittement que le dernier paquet. Donc, il faut savoir que le FIN compte pour 1 dans le numéro de séquence. Donc, au final, le séquence qui finit par 645 plus 1, ça correspond au hack du dernier paquet FIN. Et donc, du coup, le NLB, il reçoit un hack avec un numéro de séquence qui ne comprend pas, il va renvoyer un reset. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, ce comportement-là de renvoyer le numéro, le paquet avec le dernier acquittement de la dernière conversation, ça correspond au comportement d'une socket qui est en time wait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une socket initie la clôture de la connexion, elle va envoyer le FIN, recevoir le FIN hack et renvoyer un hack pour dire c'est bon, on a fini, on clôture la connexion. Après ça, elle va rester dans l'état time wait pendant 60 secondes. Dans le cas où il y a un paquet qui est perdu dans le réseau, qui est retransmis et qui arriverait sur cette socket-là, auquel cas, il va retransmettre le dernier paquet de la conversation qu'il connaît. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 60 secondes, c'est long. Et si on n'était pas capable de réutiliser ces sockets-là, on aurait très rapidement exhausté tous les ports disponibles sur l'instance. Donc, Linux propose un mécanisme pour pouvoir réutiliser ces sockets-là dans 2 conditions. Donc, la première, c'est que le TCP, Time Wait Reuse, sysctl, est activé. Je crois qu'aussi, on peut le faire potentiellement au niveau de la socket, si vous voulez désactiver de manière précise. Et ensuite, la deuxième condition, qui est, je pense, assez méconnue, ou en tout cas que je ne connaissais pas, c'est qu'il faut que Linux, le kernel, considère que la conversation, que le paquet SYN qui arrive, soit plus récent que les conversations précédentes. Alors, historiquement, il utilisait le numéro de séquence, mais maintenant, avec l'augmentation du débit et le fait que les numéros de séquence peuvent wrapper et revenir à 0, il va maintenant se baser sur un champ qui est le tsval, le timestamp value, qui est présent dans les options TCP. Et donc, du coup, pour qu'une socket soit réutilisable, il faut que le tsval du paquet SYN soit supérieur au tsval qu'il connaît de la connexion précédente. Et du coup, dans VeraShark, on peut très bien lui demander d'afficher le timestamp value en colonne, et on observe la première connexion qui est faite avec un tsval de 1,166 milliard. Et la deuxième connexion qui est faite, le deuxième SYN, lui, a un tsval de 228 millions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le tsval, au final, ça a beau avoir le nom de timestamp, c'est une valeur qui est aléatoire, définie par l'instance à son démarrage. Il va choisir un tsval et il va essayer de le maintenir, de l'incrémenter toutes les secondes, mais il n'y a pas vraiment de contrainte. La seule contrainte vraiment importante, c'est que ce tsval qui doit être servi par l'instance doit être monotonique. Tu dois avoir la garantie que ce tsval augmente quoi qu'il arrive. Et au final, ces informations-là permettent d'imaginer l'architecture un peu qu'il y a derrière les NLB, avec l'explication du pourquoi on aurait 2 tsval. Donc on aurait le client qui envoie sa connexion, qui crée sa connexion sur l'IP virtuelle de Lazy. Le NLB va router
potentiellement plusieurs backends disponibles pour faire la terminaison TLS. Et ces backends-là vont se connecter sur mes serveurs ici, HAProxy. Et vu que c'est des instances différentes, au final, elles vont avoir des TS-val qui vont être différents. Et au final, c'est vraiment l'assumption qui est cassée par le NLP. On voit du trafic qui arrive avec la même identité, un client IP et un client port qui est identique, mais qui peut avoir un TS-val qui va être différent selon le back-end qui va être utilisé pour la connexion. Donc, pour conclure, on a réussi à trouver la root cause de nos erreurs de connexion sur le NLP, qui est que le NLP casse l'assumption de monotonicité du TS-val. Après, ces erreurs de connexion ont été un peu renforcées par le protocole de test que j'utilisais, où j'avais pas forcément beaucoup de serveurs qui généraient beaucoup de connexions. Donc, dans la vraie vie, on va dire, ça va pas forcément arriver souvent. Et aussi, c'est quelque chose qui peut être monitorable. Donc, Neststats propose une statistique sur le nombre de paquets qui ont été exclus à cause de cette métrique, à cause de ce TS-val qui est trop petit par rapport à la conversation précédente. Ensuite, on a reporté le bug à Amazon qui va peut-être le fixer, je ne sais pas. J'ai aucune garantie là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était pour le NLP. Et pour conclure, au final, j'utilise très régulièrement donc, ces informations network pour permettre de débugger des problèmes qui, de prime abord, peuvent sembler uniquement network, comme il y a des problèmes DNS, et au final, se retrouvent être soit des problèmes système de misconfiguration, de resolve conf, ou des problèmes d'application qui vont peut-être taper sur un record qui est mal configuré. Et au final, ces informations-là rajoutent vraiment une dimension qui complète les métriques et les logs, où les métriques vont permettre, par exemple, d'identifier une instance qui est impactée, et à partir de cette instance-là, je vais pouvoir lancer ma capture et rajouter vraiment des informations pour l'incident en cours. Voilà, si vous avez des questions. Alors, la statistique, on a l'agent qui scrape les stats fournis par Neststats. Par contre, celle qui m'intéressait n'était pas exportée. Voilà. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, en fait, je la connaissais même pas. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique, extrêmement spécifique. Donc, après, peut-être qu'on va la rajouter. En tout cas, si on passe sur des NLP en production, je vais certainement monitorer ça. Du coup, voilà, je ne sais pas si quelqu'un connaît déjà SRCon. Je sais pas, j'imagine qu'au moins tout le monde en a déjà entendu parler. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà allés. Et du coup, cette année, j'ai pas pu aller pour un problème d'agenda, mais finalement, j'ai suivi un peu de près l'événement. Pour info, il y a un channel Slack pour ceux qui veulent suivre après. Mais bon, je vais vous raconter à peu près ce qu'on a. J'ai pu un peu voir, suivre les confs un peu plus intéressantes. Du coup, cette année, c'était à Dublin, en Irlande. C'était il y a le 2-4 octobre. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est l'endroit où ça s'est passé. Ça, c'est le site officiel de l'événement. C'est organisé pour une association qui s'appelle Usenix. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Ils organisent pas mal d'événements à niveau de la tech, des événements de sécurité, infra, network. Il y a pas mal d'événements aux États-Unis principalement, mais aussi en Europe. Et du coup, là, cet événement-là, particulièrement, est sponsorisé par des grosses boîtes, comme par exemple Google, PagerDuty, et qu'est-ce qu'il y a, Datadog, parfois, je ne sais pas si cette année, mais l'année dernière, oui. Et Facebook, il y a pas mal des entreprises. Et même aussi, cette année, je pense qu'il y a eu pas que des grosses entreprises, mais aussi des startups. Du coup, c'est assez intéressant. Cette année, je pense qu'il y a dû avoir à peu près plus de 600 personnes participants sur 3 jours. Du coup, c'est un événement assez
assez grand pour tout ce qui est le monde des SRE, ça reste assez un niche encore. Du coup, je pense que c'est pas mal, ouais. Du coup, ça c'est pour toute la partie un peu plus l'événement de façon générale. Et du coup, je vais vous raconter à peu près les talks que j'ai repérés qui m'intéressaient le plus. Et cette année, tous les ans, il y a des thématiques particulières pour la SRECon. Cette année, la thématique, c'était de parler les sujets qui pouvaient être proposés en plus des autres sujets techniques d'habitude. Les sujets, c'était de parler des sujets SRE qui sont pas forcément traités. C'est pas très clair la traduction en français de ça, mais en gros, c'est ce qu'on appelle normalement l'éléphant dans la chambre. Dans la pièce, pardon. C'est le fait de, justement, il y a pas mal de sujets pour l'instant, sont pas très matures dans le monde des SRE. Par exemple, le fait de, est-ce que les développeurs doivent faire de l'R30? Est-ce que c'est, je sais pas, bien ou pas bien? Il y a des autres sujets, par exemple, à niveau de la disponibilité des services. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être garanti à niveau, comment dire, en accord avec les clients ou pas? Il y a pas mal de sujets un peu différents. Et du coup, voilà, ça c'est un peu les sujets, la thématique de cette année. Et du coup, cette talk-là de Yannick, c'était le talk d'opening, c'était la keynote. Du coup, c'était assez intéressante. Vous pouvez voir aussi les slides. Les vidéos vont être disponibles en début novembre. Oui, du coup, dans quelques semaines. Mais la conférence parlait vraiment de comment on peut devenir SRE dans son équipe, mais à un niveau aussi individuel. Et tous les étapes, les phases qu'on passe pour arriver à ce point-là. Du coup, même au niveau technique, à niveau les techniques pour la redondance, la résilience en service d'une app. Et il y a pas mal des graphes, des schémas qui expliquent à peu près quel est le schéma pour aboutir à ça. Je trouve que c'est pas mal comme keynote pour l'introduction au sujet SRE. Et voilà, c'est super intéressant. Je vous recommande de le voir ça quand il y aura la vidéo en ligne. Et il y a pas mal aussi des tips et d'idées pour commencer à faire des SRE dans son entreprise, dans son équipe ou chez soi aussi. Du coup, voilà. L'autre talk qui était assez intéressant, c'est un peu lié aussi avec le fait de devenir SRE, mais ça c'est plus orienté dans les équipes ou dans les entreprises. En gros, le speaker s'appelle Vitek Urbanek et travaille pour une entreprise qui s'appelle Unity et c'est plus ou moins connu. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais bon, dans le monde des SRE, c'est pas très connu. Mais du coup, lui, il explique justement comment que si on veut monter une équipe SRE dans son entreprise, il faut pas avoir des attentes de ouf au début. C'est pour ça qu'il faut être raisonnable. On peut pas partir vouloir de jour au lendemain qu'il y a une équipe qui fait ça avant de l'infra devient SRE. Si on a les mêmes personnes, les mêmes skills, la même culture, ça va pas se faire de jour au lendemain. Du coup, en général, on a la même culture, les mêmes équipes, les mêmes skills, et on a aussi des expectatives ou des attentes très élevées. Et du coup, si on attend que ça tout seul, ça se passe, ça va pas le faire. Et du coup, il explique un peu quels sont en gros les common pitfalls ou les erreurs un peu plus habituelles quand on essaie de constituer une équipe SRE. Je pense que la plupart des gens peut-être ils sont passés par ce chemin-là. Et ce qui est intéressant aussi dans cette talk-là, c'est qu'il donne des exemples des cas de fail. En gros, c'est pas forcément donner des cas de succès. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en général, on parle, quand il y a des talks, les gens parlent en général des succès. Et c'est que parfois, c'est plus intéressant justement pour les gens qui veulent ou qui sont dans la même démarche, c'est aussi voir les cas, les fails, parce que ça permet aussi de ne pas répéter les mêmes erreurs. Du coup, voilà, je trouvais que c'était assez intéressant. Pareil, je pense que ça serait super intéressant de le voir en vidéo après. Voilà. Et l'autre, la troisième que j'ai vue, c'était de Nigli de Uber. C'est assez intéressant. Je parlais un peu avec justement Léo tout à l'heure. C'est de comment on peut faire scaler une équipe on-call par toute la partie SRE. Et c'est super intéressant parce qu'elle parle un peu de toute la démarche pour arriver à une équipe on-call qui soit assez, qui survit un peu à tous les problèmes qu'il y a en call.
pas seulement à niveau technique, mais aussi à niveau humain, de gérer aussi le fait de bosser parfois la nuit, d'être fatigué, il faut avoir du repos, il faut gérer le stress, tout seul parfois. Et aussi la partie technique, comment on peut améliorer justement la rotation dans les équipes, toute cette partie-là. Du coup, c'est super intéressant. Et aussi justement pour le côté humain. C'est pas justement la vision technique du métier sérieux, c'est aussi justement la gestion les stress, la pression, et voilà, principalement ça. Et l'idée, c'est toujours justement essayer d'avoir, comment ça s'appelle, à la fin, le client, les customers de service soient aussi contents, autant que les gens qui vont faire le code pour ces customers-là. Du coup, c'est assez intéressant. Je pense que ça donne comment ça s'appelle, un autre regard du métier de la partie on-call, que c'est pas justement le côté il faut bosser la nuit tout seul, c'est pénible. C'est justement le rendre un peu plus et que ce soit un peu plus, comment ça s'appelle, agréable, heureux, le métier de on-call, même si on sait peut-être que c'est difficile. Voilà. Et du coup, la prochaine, ça parle du monitoring. Du coup, c'est Molly Strub, d'une société qui s'appelle Kena Security. Je ne connaissais pas, mais le talk était assez intéressant parce que parle de toute la partie monitoring. Comme ça, le titre, on pensera que ça parle plutôt de comment gérer le monitoring à niveau redondance pour un système, je ne sais pas, qu'on peut avoir avec Alert Manager Prometheus, mais parle principalement de comment une équipe SRE peut ou devrait plutôt gérer le monitoring et l'alerting. Par exemple, il donne des conseils, par exemple, pour les salaires, tous les salaires qui ne sont pas actionnables, qu'est-ce qu'il faut faire? On connaît à peu près de façon un peu du bon sens. On dit, voilà, si ce n'est pas actionnable, ça ne devrait pas être une alerte. Si c'est actionnable, voilà, il faut être quelqu'un qui reçoit l'alerte et qui puisse faire quelque chose. Mais là aussi, ils ont des conseils un peu plus réalistes. Je pense que tous on a vu ça. On sait que si c'est pas actionnable, il faut pas avoir une alerte. Mais finalement, je pense qu'on voit qu'on a tous quand même quelques alertes qui arrivent. Et du coup, justement, par exemple, ce qui m'a paru un peu intéressant, par exemple, on a décidé d'avoir 2 channels pour les alertes, des alertes qui doivent être traités de façon urgente et des alertes qu'il appelle des types report. Du coup, on peut l'envoyer par exemple dans un channel Slack qu'on sait que ne sont pas des alertes actionnables, mais qu'on veut les savoir et qu'on sait qu'elle le saura toujours. Du coup, ce type de conseils, il y a pas mal de tips. Après aussi, elle parle par exemple de comment gérer les silences, quand est-ce qu'on doit muter des alertes ou pas. Et il donne un exemple concret aussi d'une équipe qui recevait, par exemple, je sais pas, 300 alertes dans la journée et que du coup, ils ont mis en place des stratégies justement pour réduire ça à moins de 20 alertes par jour pertinentes. Et du coup, voilà, ça donne un bon exemple comme décider principalement de comment on peut gérer des stratégies, peut-être aussi comment on peut gérer les alertes quand on a des gros volumes d'alertes, on sait que c'est critique et on veut le traiter. Du coup, voilà, ça c'est les 4 talks que j'ai retenus, mais paru les plus intéressants. Après aussi, il faut savoir que dans l'ISRCon, ça dure 3 jours. Il y a aussi des workshops, qui sont assez intéressants. Ça permet d'avoir des cas, des vrais cas à travailler. Par exemple, l'année dernière, il y avait des gens de Google qui mettaient un exemple comment définir des SLO et avec un service réel. Et du coup, voilà, ils te donnent un papier, des papiers, des feuilles, des crayons, et du coup, tu dois faire ça avec eux à côté, tout ça, c'est super intéressant. Du coup, ce type de workshops ne sont pas enregistrés, malheureusement, mais voilà, c'est assez intéressant. Du coup, il n'y a pas que les talks. Je vous recommande de voir, j'ai mis les liens au début de première slide de l'événement, il y a tous les talks, il y a les slides qui sont disponibles actuellement, et il y aura la vidéo en début novembre. Du coup, n'hésitez pas à les voir. Je pense que c'est super intéressant pour avoir des idées. On peut pas, peut-être ça va pas appliquer à tous les contextes de chacun dans son cadre de travail peut-être, mais ça donne des idées. On peut voir qu'il y a des gens qui ont les mêmes problématiques et qui ont des idées parfois. Du coup, voilà. Du coup aussi, ça donne des idées si quelqu'un la prochaine fois va parler des sujets, je sais pas, pas forcément techniques, mais aussi organisationnels, comment ils sont implémentés sur eux, comment ça a failé dans votre entreprise, qu'est-ce que vous avez fait pour le projet. C'est intéressant aussi, je pense, pour tout le monde. L'idée, c'est de partager toutes ces expériences. Du coup, voilà. Et du coup, là, je vous laisse aussi
comment ça s'appelle, l'URL de YouTube où vous pouvez récupérer après les vidéos vont être publiées là-bas. Il y a un autre truc qu'il faut savoir aussi, c'est que pour participer, bon, l'année prochaine c'est à Amsterdam, du coup c'est pas si loin que ça d'ici, du coup si quelqu'un veut y aller, c'est l'occasion. Et du coup, peut-être aussi, il y a des conversations pour voir si peut-être ça aura lieu à Paris en 2021, mais il faut voir, ça nécessite pas mal de boulot, il y a des sponsors derrière, du coup, c'est pas si facile que ça. Et aussi, un truc un peu intéressant aussi, c'est que pour ceux qui veulent participer ou veulent y aller, mettons, l'année prochaine, il y a aussi des bourses pour des étudiants et aussi, il y a ce qui s'appelle un Diversity Grant qui permet des gens qui sont dans des minorités, des femmes ou des autres minorités, ils peuvent candidater pour avoir une bourse et aller aussi à la conférence. Ils sont assez, je pense que peut-être c'est un peu le côté plus américain, mais ils sont assez ouverts à ce type d'initiative. Du coup, n'hésitez pas, si vous considérez que vous pouvez attendre une de ces bourses-là, n'hésitez pas. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Et ouais, en plus, oui, à Amsterdam, on n'est pas si loin, du coup, ça vaut la peine. Du coup, voilà, ça c'est tout pour la présentation. Voilà, des confs SRCon. Merci à tous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, on passe au quiz. Tu as une question? Oui, sûrement, oui. La date, c'est le 27-28 octobre l'année prochaine. Cette année, c'était un peu début octobre, mais ça va être fin octobre l'année prochaine. Du coup, oui, effectivement, je pense que je serai là. Du coup, on peut faire un groupe, s'il y a des autres personnes de Paris qui veulent y aller, on peut faire un petit comité SRE Paris.